À partir de quel moment Riopelle est devenu grand, était un grand peintre? Où est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait en Europe? Est-ce qu'il est parti ici, qui était déjà reconnu par certaines personnes? Ici, peu. Je dirais que ça s'est fait plutôt en Europe. Quand Riopelle part pour Paris, il se donne 5 ans pour réussir. Tu sais. Ses parents lui avaient acheté une maison à son mariage et il vend la maison. Et il dit, bon, ben avec ça, on va vivre pendant 5 ans et il faut que je réussisse. Et c'est ça qui est arrivé. Il a fini par rencontrer les bons critiques, des gens comme Dutuit, par exemple, qui se sont emballés pour sa peinture. Il a exposé aussi dans un réseau de galeries qui pourrait être perçu un petit peu comme marginal, enfin, associé aux surréalistes, comme par exemple la Galerie du Dragon. Puis ensuite, chez Facchetti, et là, avec Dutuit, qui est enfin, qui était le beau-frère, je crois, de Matisse, de Pierre Matisse, il a eu ses entrées aussi à New York. Alors tout ça, disons, on peut dire que si on parle de comment Riopelle devient fameux, on peut dire que c'est ça, c'est ce réseau-là, tu sais, qui s'est créé à Paris et ensuite New York. Mais ici, en partant, sa peinture n'était pas connue. Peu, ben, c'est-à-dire, vois-tu, il est connu comme les automatistes. Alors, c'est-à-dire qu'il expose avec eux sur la rue Amherst, là, en 46. Mais enfin, ça, c'est pas une exposition qui vous rendait tout de suite célèbre. Après coup, historiquement, on se rend compte que c'était une exposition qui avait un certain intérêt. Et alors, donc, ensuite, il signe Refus Global. Donc, il est associé à ce groupe-là. Et il a la notoriété de ce groupe-là à ce moment-là. Mais c'est un groupe un peu underground, c'est un groupe dissident. Tout de suite, quand Refus Global est publié, vous savez qu'il y a eu une espèce de tollé dans les journaux de l'époque. Enfin, j'avais repéré jusqu'à une centaine d'articles qui dénoncent le Refus Global presque jour par jour jusqu'en janvier 49. Enfin, presque 6 mois après, ça continue. Alors, tout ça, peut-être, en fait, ça attire l'attention sur lui. Mais disons, la peinture qu'il fait ici au Canada à ce moment-là, bon, il y a des aquarelles, il y a des monotypes, enfin, il y a des débuts un peu des choses à l'huile, mais c'est surtout à Paris, évidemment, que ça se dessine et que, enfin, le style qu'on associe avec lui habituellement là, se précise là-bas. Bordua, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a été pour lui? Alors, ça a été son professeur à l'École du Meuble. Il faut savoir que Riopelle était un élève récalcitrant au départ. Nous savons ça par le témoignage de Claude Gauvreau qui a raconté ça, que Riopelle s'opposait à l'enseignement de Bordua parce qu'il avait subi, il dirait peut-être, l'emploierait peut-être pas ce mot-là, mais il avait subi l'enseignement très académique d'un monsieur Henri Bisson. Hein, que personne connaît, qui était un professeur je pense, de petite école là, à Saint-Louis-de-Gonzague, là, dans la paroisse où il est né, et qui lui donnait des leçons de peinture, mais des leçons de peinture très académiques. Enfin, il fallait copier une truite, un hibou empaillé ou des choses comme ça. Et alors, arrivant à l'École du Meuble avec cet apprentissage, Riopelle trouve que les cours de Bordua sont pas, enfin, n'aboutissent à rien. Hein? Et en plus, ces dessins sont classés au 3e tiers de la classe. Alors, tout ça crée de l'antagonisme entre les deux. Et il faut attendre, en fait, quelques années avant que Riopelle, enfin, abandonne cet art académique qu'il avait reçu, enfin, envoie les limites, si on veut, parce qu'il était capable de le faire par lui-même. Et là où on peut penser, en fait, que là, ses rapports avec Bordua sont devenus meilleurs. D'autant qu'il a passé aussi un été à Saint-Hilaire avec lui. Il aime dire qu'ils n'ont pas beaucoup parlé de peinture pendant cette période-là, qu'ils ont parlé plutôt de pêche ou de... Ils allaient voir le père Osias le Duc. Oui, ben oui, le vieux Osias, qui d'ailleurs, Riopelle a des souvenirs sur Osias le Duc en fait, qui sont un peu uniques. Enfin, quand il raconte il l'a peut-être fait lors de vos entrevues, cette idée que le vieux le Duc reprenait le même tableau d'un arbre pendant plusieurs saisons, lui ajoutait des feuilles, les faisait tomber, tout ça. En fait, ça, sur le même tableau. Sur le même tableau, qui évoluait avec l'épaisseur. C'est ça, avec les saisons, tu vois, qui changeaient. Ça, c'est Riopelle qui a raconté ça. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait vérifier un truc comme ça, mais enfin, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. En fait. Mais c'est vrai qu'il a eu, grâce à Bordua, en fait, qui était son élève depuis très longtemps, la possibilité de rencontrer M. le Duc. Et là, il en a gardé d'ailleurs un souvenir extraordinaire. Riopelle possède un magnifique dessin de le Duc. Hein, et donc, je pense que c'est ça. Il se réfère d'ailleurs souvent à Bordua et le Duc ensemble, en fait.
Donc, à quel moment, donc, en France, on l'a classé parmi un des 10 grands? Oh, ça, c'est peut-être quand même plus tard parce que, tu vois, si on parle, là, tout à l'heure, je parlais vraiment des débuts, hein, des débuts. Ensuite, bon, alors, il y a les allées et venues entre New York et Paris, etc. Et donc, probablement, enfin, à partir des années 60, il est devenu comme un... C'est d'ailleurs, c'est curieux, à New York, il est présenté souvent comme un peintre parisien. Hein. Il est associé avec l'avant-garde parisienne. De temps en temps, on va dire « from Canadian origin », mais il est vraiment... Par exemple, au Guggenheim, il fait partie de l'exposition qui s'appelle The Younger European Painter. Hein, Painters. Alors, à ce moment-là, donc, il est très associé à la France. J'ai déjà entendu des critiques français dire « Vous savez, c'est un peu notre Pollock ». J'ai dit, il est un peu à nous aussi. On a essayé de voir, mais en fait, il y a une espèce d'appropriation. Mais je pense que aussi, il ne faut pas non plus minimiser le fait que Riopelle a fait un choix. Enfin, il a choisi de vivre à Paris. Enfin, et donc, aussi d'associer beaucoup son œuvre à, j'allais dire, aux avatars de la peinture parisienne. Hein. Ça, c'est avec ce que ça avait de formidable, en fait, d'être avec des gens comme Mathieu, Hartung, Poliakov, tout ça, en fait, tout ce qu'on a appelé l'abstraction lyrique. Et d'autre part, tout l'antagonisme avec New York, enfin, qu'on a vécu pendant cette période-là aussi, c'est-à-dire que peu à peu, la France, à mon avis, s'ouvrant un peu les yeux sur ce qui se passait à New York, lentement d'ailleurs, il y avait réticence, a commencé à se demander si l'expressionniste abstrait ou enfin, ce que les Américains faisaient n'était pas beaucoup plus important. Enfin, mais Riopelle est certainement s'associe plus avec ce qu'on pourrait dire le destin de l'École de Paris, je pense, plus. Mais il a quand même vécu beaucoup à New York, il a beaucoup voyagé, ce qui était assez différent quand même de certains de ses confrères là-bas. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça, il y a ça, et ce qui est assez admirable d'ailleurs, quand il rentre sur la scène américaine, comme on fait toujours, enfin, les Américains sont un peu inquiets, enfin, de cette nouvelle avant-garde, vois-tu, parisienne, des Younger European Painters. Qu'est-ce que ça va apporter, ça? Et là, ils font des comparaisons. Enfin, ils vont rapprocher du Buffet de Koenig, ils vont rapprocher... Et Riopelle est souvent comparé à Pollock. Hein? Riopelle a dit plus tard, je me sens pas beaucoup d'affinité avec lui, etc. D'accord, en fait, ça, on pourrait... Mais dans la critique américaine, ça a été le filtre, enfin, pour comprendre un peu ce qu'il fallait. Et je m'explique un peu pourquoi. C'est que la peinture de Riopelle, contrairement à beaucoup de peintures françaises, est ce qu'on pourrait qualifier d'une peinture all over. Hein? C'est-à-dire une peinture dans laquelle tu n'as pas de hiérarchie entre les éléments. On a l'impression d'un immense champ coloré, vois-tu, où il n'y a pas de point de focalisation important. Enfin, tout ça a l'air de se donner. Et ça, c'est une caractéristique de la peinture américaine. Enfin, qu'on retrouve, je sais pas là, qu'on retrouve chez beaucoup d'autres. Alors, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y avait une espèce d'affinité avec la peinture des États-Unis chez Riopelle, qui le mettait un peu à part dans l'avant-garde européenne, et par ailleurs, qui lui fait, le rendait intelligible pour les critiques américains. Et alors, dans ce sens-là, ça, il a réussi une chose que peu de peintres de l'École de Paris ont réussi. Tu sais, des gens comme Vols, par exemple, ont eu aucun espèce de succès à New York, Bram van Velde, ou des gens... Ils n'ont pas du tout réussi. Même on a présenté leurs œuvres là-bas, ils n'ont pas réussi à percer du tout sur ce marché-là. Ils sont revenus, c'est tout. T'sais. Parce que ça, Dieu sait, si pour Vols, on a tenté de le comparer à Pollock aussi, puis tout ça, mais ça, on fait des tableaux grands comme ça, avec des marques de verre de rhum. Ça n'a pas impressionné les New-Yorkais. Vous parlez d'un Riopelle qui part, donc il se donne 5 ans. Ça prend quand même une détermination assez énorme. Oui. Il y arrive très très bien. Il se classe quand même maintenant dans les très très grands peintres. Est-ce que c'est dû d'abord à cette détermination-là, ou est-ce que, bon, il y avait un talent fou au départ? Comment vous le décrivez, là, ce mélange de personnalités très fortes et d'artistes quand même assez... Oui, je pense qu'il faut certainement... Tu sais, toutes ces histoires où on dit le gars a des bonnes connexions, il a réussi, etc. Enfin, s'il n'y a pas de talent, et s'il n'y a pas, même dans son cas, une espèce de génie ou de force, etc., enfin, on n'aboutit à rien, finalement. Tu sais, ça devient... On voit vite à travers des talents comme ça. Et
il n'aurait pas attiré l'attention de Dutuit, par exemple, qui était un critique extrêmement subtil, s'il n'y avait pas eu quelque chose. Hein. Et le bonhomme qui traduit le texte de Dutuit, hein, qui accompagne le catalogue de Pollock chez Pierre Matisse, la première fois, c'est Samuel Beckett. Hein? Alors ça, c'est des bonnes connexions. Je veux dire, c'est pas des gens... vous devenez pas ami de Samuel Beckett si vous êtes un imbécile. Hein? Alors ça, je pense... Ça, il faut reconnaître ça. Aussi, il y a une originalité. C'est-à-dire ce qu'il apporte dans la peinture parisienne ne ressemble pas à ce que d'autres font. Hein? Alors, les gens de galerie, les critiques de l'époque, des gens comme Tapier, tout ça, sentent ça chez Riopelle très vite. Enfin, ils voient même des fois... je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais enfin, des fois au détriment de d'autres confrères québécois, tu sais, qui sont avec lui là-bas et qui ne sont pas regardés, eux, et au contraire, Riopelle est tout de suite mis en avant, attire l'attention. Hein? Alors, il y a ça, puis ensuite, il a certainement, enfin, une espèce de sens, j'allais dire, avec qui s'associer et quand aussi décrocher. Comme par exemple, tu sais, vu d'ici au Québec, quand les gars sont partis pour Paris, ils pensaient, enfin, que l'avant-garde là-bas, c'est les surréalistes. Mais les surréalistes après-guerre, ça n'est plus l'avant-garde. C'est même... c'est du vieux matériel. Et surtout, Breton passé la guerre à New York, il revient, ils sont pas très triomphants en revenant. Hein? Ils sont sauvés pendant la guerre. Ils se le font dire, d'ailleurs, par des gens comme Tzara, par des Picasso, qui est resté sur place, etc. Alors donc, cette association avec les surréalistes est vite perçue comme malsaine. Bon, il y en a qui verront pas ça, qui vont rester avec eux jusqu'au milieu des années 50, je ne veux pas nommer personne, mais... Et d'autre part, mais Riopelle sent ça très vite. Hein? Et là, il passe, enfin, d'accord, son exposition à la Galerie du Dragon est préfacée par Breton, c'est pas mauvais, en 49, mais après, c'est fini. Une brisure assez radicale, d'ailleurs. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Vois-tu? Et après, et même avec l'automatisme, d'une certaine façon, qui, à ce moment-là aussi, en se détachant du surréalisme, Riopelle affirme que, enfin, son art n'est plus de la peinture automatiste. Enfin, on ne peut plus associer ça à ça. Et là, après, enfin, bon, l'autre association qu'il fait avec le mouvement d'abstraction lyrique, bon, un bonhomme comme Georges Mathieu, c'est bon pendant un bout de temps, ça, mais c'est pas bon indéfiniment. Mathieu devient presque fou, en fait, une espèce de folie des grandeurs, se prend pour, je sais pas quoi, pour un roi, Louis XIV ou quelque chose comme ça. Alors là aussi, il faut décrocher, en fait. Et ça, il y a à la fois ça, c'est-à-dire il faut savoir s'associer au bon groupe, et il faut savoir aussi décrocher, et Dieu sait si à Paris, ça ne pardonne pas si vous faites des erreurs de ce type-là. En fait, si vous êtes avec le mauvais groupe au mauvais moment, vous êtes sur des listes noires pendant des années. Alors ça, dans ce sens-là, Riopelle a eu du flair. Il a d'ailleurs une fois fait le reproche à Madame Lefort, qui arrivait de Paris avec des connexions, mais avec des gens comme Lot ou des gens comme ça. Alors, il a dit, oui, vous avez fait des connexions à Paris, mais pas les bonnes. Vous avez rencontré des gens qui sont pas dans le coup là-bas et qui... donc, les critiques que vous nous faites tombent à plat. Et ça, je pense qu'il a su toujours faire ça. Riopelle s'est toujours su s'entourer de gens qui l'ont à la fois soutenu, mais aussi qui, éventuellement, ont reconnu ce qu'il faisait. Et on peut dire, en fait, qu'il y a de l'astuce, c'est un bonhomme supérieurement intelligent et qui a su se débrouiller dans une faune qui, ma foi, n'est pas si facile. Enfin, Parce que ce qui est étonnant aussi, c'est que il nous semble un bonhomme qui fuit beaucoup certains contacts, en tout cas, qui a un mauvais caractère, quand même assez présent, qui a une autorité. Alors, comment arrive-t-il à avoir autant d'entre-gens? On arrive mal à l'imaginer aujourd'hui. Oui. Bien, il y a d'une part, c'est vrai que Riopelle a une réputation d'être assez mauvais, d'être assez cruel, si on veut. Par ailleurs, regardez les interviews qu'il fait et vous l'entendez, je pense, jamais dire du mal de quelqu'un. Hein? Il va parler, Charchoun, quel peintre extraordinaire. Miro, j'ai bien connu, quel gars sympathique, etc. Et vous dites, alors, il est ennemi de personne, et ça, sur les gens qui comptent, j'ai l'impression que ça, c'est le discours de Riopelle. Sur les gens importants, en fait, les gens avec lesquels il est en bonne relation, c'est le discours. C'est un discours admiratif qui supporte complètement les peintres qu'il a admirés, etc. Et au fond, les gens avec lesquels il est plus emmerdant, probablement, c'est les gens comme nous, avec lesquels il n'y a pas beaucoup de rapports
Quoique je ne peux pas me plaindre personnellement beaucoup de ces enfin, des difficultés. Il était plutôt très sympathique. Comment, bon, on parle toujours de période dans la vie d'un peintre. Est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui, par exemple, c'est considéré un peu comme une fin d'œuvre, quelque chose de plus mineur, par rapport, par exemple, à ce qu'il a fait dans les années 50 ou 60? Oui, les dernières choses, disons, des 10 dernières années, le moins qu'on puisse dire, l'ont surpris, hein, à cause des techniques. On était habitué donc à des empâtements extraordinaires chez Riopelle, avec beaucoup beaucoup d'épaisseur, tout ça. Puis, et là, soudainement, enfin, Riopelle fait des déclarations du genre, bon, il n'y a plus de couleurs maintenant, il n'y a plus de pinceau, il n'y a plus de palette, on ne trouve plus rien sur le marché, toutes ces choses-là ont disparu. Ce qui est à la fois faux et vrai, c'est-à-dire, c'est bien sûr qu'il y en a encore, mais il n'y en a plus comme, en fait, de qualité artisanale auquel il était habitué. Bon. Et là, on le voit, au contraire, penser à des bombes à aérosols, des systèmes un peu de cache, enfin, vous placez votre... de cache. Oui, tu sais, et vous faites comme ça. Alors là, donc, on peut dire que ça a surpris. Par contre, ce qui m'a intéressé, moi, dans cette dernière période-là, c'est que vous avez une espèce de rapport avec le graffiti là-dedans. Mais le graffiti tel qu'on le fait maintenant, pas le graffiti sympathique, tu sais, gratté, minuscule, mais le graffiti en dérangeant, celui qu'on voit dans le métro, celui qu'on voit encore plus, évidemment, dans les métros de New York ou dans... Et là, c'est un espèce d'art, donc, de folk art, si on peut dire, une espèce de low art, comme les critiques américains décrivent ça, et qui est réassumé par un grand peintre, enfin, et qui en fait un langage, tout d'un coup. Et de la même façon que, tu sais, on a été surpris au début et scandalisé par le pop art quand ils sont mis à imiter des choses, les bandes dessinées, des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est la même réaction qu'on a. Là, on dit, ah, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et surtout, alors, de mettre dans les musées, tu comprends que s'il y a un lieu où on ne peut pas faire de graffiti, c'est le musée. On peut faire des graffitis n'importe où, sauf au musée. Hein? Alors, d'entrer ça dans le musée, ça a eu ce choc un peu subversif qui, à mon sens, est très frais, enfin, est très nouveau et très inattendu. Et là, Riopelle a réussi, enfin, donc, dans les 10 dernières années, à surprendre encore. Enfin, évidemment, c'est le rapport qu'il a avec le graffiti, s'il est un peu du même ordre que ce que je décris pour le pop art avec ses sources, on peut dire que c'est propre à de l'art moderniste, enfin, puis je pense pas que l'épithète postmoderne, en tout cas, puisse s'appliquer beaucoup à Riopelle. Je sais pas, mais il n'en voudrait pas non plus. Mais, alors, il est cohérent avec sa génération. En fait, c'est ce que les peintres de son temps ont fait, c'est ce que Picasso faisait avec les bouts du journaux dans les papiers collés, etc. Alors, mais il a réussi quand même à faire quelque chose auquel personne n'avait pensé, et qui était une espèce de retour aussi à un geste très, très primitif de peintre, enfin, finalement, tu sais, où la forme n'est pas tracée, mais elle est trouvée comme ça. Elle est simplement faite un peu comme à la préhistoire. Tu sais, vous savez, on a vu de ses mains, les mains posées sur le jour avec le petit tube. Là. Alors, c'est presque ça. Il retourne. Et ça, évidemment, c'est une fascination importante de l'art moderne, de retourner aux origines du geste de peindre, de retrouver peut-être la façon la plus directe d'exprimer ce qu'on a à dire. Alors, donc, finalement, moi, même ce dernier volet, je le défendrais. Enfin, et j'imagine qu'on va s'y habituer avec le temps. C'est-à-dire que c'est pas étonnant que ça a choqué un peu au début, mais qu'avec le temps, on va finir par le... C'est pas le premier peintre qui aura finalement justement tout balayé et recommencé à faire autre chose. Pas du tout, pas du tout. Tout en restant d'ailleurs cohérent avec le reste de son œuvre. L'intérêt pour les choses archaïques chez Riopelle, ça remonte à loin. Il y a les jeux de ficelle qu'il a fait avec les Inuits et des choses comme ça. Enfin, il y a toujours eu cette dimension-là chez Riopelle. Et puis alors, tous les thèmes de doigts ou de choses comme ça, enfin, le Riopelle chasseur, ça remonte à très loin. Vous savez que Breton, dès le début, avait écrit dans son catalogue Riopelle, ce trappeur supérieur. Hein? Alors, d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai rencontré Dubuffet, voilà, au moment où je faisais ma thèse, je lui ai dit, il dit, qu'est-ce que vous faites, Gagnon? J'ai dit, je fais l'art canadien. Hein? Ah, l'art des trappeurs! Ça a dû l'aider, cet exotisme, ce côté exotique, oui, non? Tout à fait. Je suis sûr que ça, c'est une persona que Riopelle a accueillie avec finesse. C'est-à-dire, il aurait pu se braquer là-dessus. Écoutez, non, je ne suis pas un primitif. Enfin, je suis un homme subtil. Il a laissé faire.
Et il n'y a rien que les Parisiens aiment mieux qu'un sauvage. Hein? C'est bon dans les salons, ça surprend, etc. Alors, il a utilisé ça, donc je suis sûr. Hein, vous avez ce texte, à un moment donné, qui décrit, un des critiques, qui décrit Montréal comme une île remplie d'hommes d'affaires avec la forêt tout autour. C'est des gens qui ne sont pas venus souvent ici, mais enfin... Et bien, alors, tout ça... Lui, il en jouait de ça. C'est ça, je suis sûr qu'il a laissé dire ça. Enfin, et d'une certaine façon, il a polarisé autour de son origine canadienne, en fait, toutes ces images, en fait, ces stéréotypes qu'on a sur le Canada et qui meurent difficilement, semble-t-il, à Paris. Ouais. Mais bon, c'est vrai que quand même son amour de la nature et oui. est véritable, parce que oui. c'est difficile de le faire parler d'autre chose que ça, en fait. Oui. Parce que c'est pas un homme qui a beaucoup parlé de son art. Non, non. Ça, je pense, c'est drôle, hein? On peut dater, je pense, le moment donné où Riopelle décide de ne plus parler d'art. Parce que, au début, par exemple, avec Mathieu, en Véhémence confrontée, Mathieu avait publié une espèce de feuille avec dessus, en fait, des déclarations des artistes. Et à ma surprise, il y a un texte de Riopelle dans lequel il situe admirablement, d'ailleurs, son travail, au-delà du surréalisme, au-delà de l'automatisme, comme étant une espèce de hasard contrôlé, etc. En fait, dans un style absolument limpide, avec des allusions à Monet, à Duchamp, etc. Bon, alors, donc Riopelle peut parler de sa peinture. Il peut en parler très bien. Il peut parler aussi de politique très bien. Il a fait des lettres à la revue Combat. Là, bon, alors, tout ça, il y a donc... Au début, je pense, Riopelle veut parler d'art. Hein? Mais à un moment donné, ça arrête. À un moment donné, ça arrête à Paris. Et j'ai l'impression que quand tu tombes entre les mains de Dutuit ou des gens comme ça, t'es mieux de taire, tu les laisses parler. Ils vont parler 100 fois mieux de ça. Et alors, une des dernières boutades, enfin, qu'il a publiées, enfin, qu'on peut lire dans un livre, c'est celle que je citais tout à l'heure. Là, on ne demande pas aux écrivains de peindre sur leur tableau, sur leur roman. Pourquoi demanderait-on aux peintres de parler de leur peinture? Et ça, c'est à partir de quelle date, à peu près? Quelle année, à peu près? Ça, je dirais, c'est ça. C'est vers les années 50, vois-tu, tout ça. Là. Donc, finalement, assez tôt. Et là, la critique s'empare de ça. Riopelle est un merveilleux artiste avec les critiques. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas. Alors, évidemment, on peut faire des interviews qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'il nous aura parlé des courses d'auto et de la boxe et des choses comme ça. Alors, d'accord, il y a interview, mais on ne peut pas faire grand-chose. Mais par ailleurs, il nous laisse faire notre métier. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit quelque chose d'intelligent sur lui, il est content. Il n'est pas intervenu à ce niveau-là. Et ça, j'avoue que j'aime mieux ça qu'un artiste qui vous dicte. Comme critique, enfin, moi, j'aime mieux la liberté qu'il me donne. Est-ce que c'est le plus grand peintre de l'histoire du Québec? Ah, c'est une difficile question. Il y a un rival, au moins, de ma part, qui serait avec Bordua. Mais enfin, Bordua n'a pas, certainement, la notoriété internationale que Riopelle a eue. Et je vous dirais que dès que vous allez en dehors du Québec, enfin, si vous vous promenez en Europe ou même, moi j'ai vu en Israël aussi, les gens, quand vous parlez d'art canadien, le seul peintre qu'on connaît, c'est Riopelle. Et il est enfin, j'ai même vu une fois dans un ski-ra, Bordua présenté comme un élève de Riopelle. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais je pense que ça correspond à un fait sociologique, enfin, qu'on ne peut pas nier, enfin, qu'il est certainement, enfin, on pourrait dire, oui, peut-être probablement le plus grand peintre du Québec. Ouais. C'est étonnant qu'il n'y ait jamais eu une somme de son œuvre ou de quelque chose. Ça a été fait à l'écrit. Oui. Mais il n'y a pas eu grand-chose d'autre de fait sur lui. C'est quand même assez étonnant. C'est peut-être à cause de son attitude, je ne sais pas. Peut-être. Il y a, évidemment, du côté des écrits, il y a Guy Robert qui a fait 2 livres, dont un très bon, en fait, très, très important, et Riopelle, chasseur d'images. Et puis il y a eu aussi, en fait, c'est ça, il y a eu Pierre Schneider, enfin, à Paris, qui a fait des choses aussi. Du côté des médias, enfin, du côté, donc, d'un film. Mais on a fait un film sur Pellan à la toute extrémité. Hein?
Est-ce que c'est pas une habitude québécoise de De mépriser reconnaître à la dernière ouais, minute de son mépriser monde. nos grands hommes et tout d'un coup de se réveiller vers la fin en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, il y a peut-être ça. Et évidemment, les films qui ont été faits sur Iopel, en général, ils ne sont pas rétrospectifs. Hein. Ils traitent un moment. Hein. Et ça, peut-être que Iopel y a encouragé d'ailleurs, parce qu'en fait, finalement, c'est plus simple hein, que d'aller chercher des vieux souvenirs puis de faire des interviews avec des gens qui l'ont connu à telle époque et telle autre. C'est plus compliqué et ça demanderait plus d'investissement. Mais ça ne serait pas impossible à faire et ça serait certainement passionnant à faire. Ouais. Je vous remercie beaucoup.